À la une ce soir, 3 ouragans en moins d'un mois. La Caraïbe a été secouée par de nombreux phénomènes cycloniques très intenses ces derniers temps. Sommes-nous de plus en plus vulnérables? Nous ferons le point dans notre édition. C'est des ouragans à répétition qui font peur aux touristes. Il faut pourtant les séduire. Nos professionnels du secteur travaillent à la reconstruction mais craignent la désertion de leurs clients. Le comité du Martiniquais du tourisme, quant à lui, retrousse ses manches et participe au salon Topresa qui se tient en ce moment à Paris. Un rendez-vous dans lequel se bousculent tous les tours opérateurs. Et puis, le rendez-vous Drépaction est de retour ce samedi au Grand Carbet du parc Aimé Césaire. Un concert de solidarité pour les malades de la drépanocytose. Génie Hippocrate, organisatrice de l'événement, et son fils lui-même touché par la maladie seront nos invités ce soir. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous sommes en pleine saison cyclonique et fêtons en même temps la journée mondiale du tourisme. La haute saison commencera en novembre et les acteurs du tourisme doivent alors s'organiser pour donner la plus belle image possible à notre île. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. Aux Trois-Îlets, à l'hôtel Bakwa, les récentes intempéries ont principalement endommagé la plage en contrebas. Le sable avait presque totalement disparu, emporté par la houle. Pourtant, les dommages ne semblent pas impacter les réservations pour la prochaine saison. On pense qu'elle sera une très bonne saison. Aujourd'hui, on a un très bon taux d'occupation, notamment sur les périodes de fêtes de fin d'année, où les gens s'y sont vraiment pris à l'avance, ont pas mal anticipé. Même au niveau de tout ce qui est restauration, puisqu'on a déjà des réservations concernant les réveillons de Noël et du 31 décembre. Mais ces dégâts coûtent cher à l'établissement, près de 100 000 € supplémentaires à débourser pour tout remettre en l'état, d'autant que l'hôtel ne bénéficie pas de l'assurance catastrophe naturelle. C'est difficile, même si, comme je vous disais, on a pas mal de fréquentation, on est obligé de baisser nos prix pour être plus attractif par rapport à d'autres îles de la Caraïbe. C'est un business qui est difficilement rentable aujourd'hui. Et que même si on est complet, on ne gagne pas non plus des milliers et des cents. À quelques encablures, l'hôtel La Pagerie, sans accès direct au littoral, n'a presque pas subi de dégâts et enregistre déjà un taux de réservation de plus de 60% pour la haute saison. Nous, on a des réservations longtemps à l'avance. En général, on a beaucoup de clientèle, on a une forte clientèle habituée. Donc là, par exemple, pour la haute saison, nous sommes très bien en termes de taux de remplissage. Donc de à peu près décembre à mars, c'est notre très grosse haute saison. Les annulations qu'on a eues, c'était du dernière minute, c'est-à-dire soit des personnes qui étaient bloquées. Le vol de destination a dû être annulé certainement par la compagnie aérienne. On n'a pas ressenti beaucoup d'annulations. En revanche, du côté de certains professionnels de la mer, comme ici dans ce club de plongée des Anses d'Arlé, les répercussions liées aux intempéries sont multiples. Pour Waé, l'heure est au bilan. L'eau a pénétré jusqu'à peu près la moitié de la structure, avec 20-30 cm de sable. Harvey, Irma et Maria, c'est presque 8 à 10 jours de fermeture. 30 000 € de pertes. Le président de la structure craint pour l'avenir du tourisme en Martinique. Pendant longtemps, la Martinique a gonflé en tourisme parce qu'il y a plein de choses qui se passaient dans le monde et puis que, enfin, peu importe, on avait de plus en plus de monde. Aujourd'hui, peut-être que par rapport à ce qui s'est passé cette année, certaines personnes seront frileuses pour revenir à la même période l'année prochaine. Faute de clientèle, contre mauvaise fortune, bon cœur, Waé a choisi d'affréter une partie des bateaux de son club pour acheminer des vivres et du matériel vers la Dominique, en attendant le retour des touristes dans quelques semaines. Et pour répondre aux attentes des professionnels du tourisme et convaincre que la destination Caraïbe est toujours attrayante, le CMT participe actuellement au salon Topresa qui se tient en ce moment à Paris. Un rendez-vous incontournable où se bousculent les tours opérateurs. Voyez ce reportage de nos correspondants Éric Dupuis et Tyrolien Tiffan. Les Saintes et Saint-Martin, deux destinations paradisiaques aujourd'hui sous le coup des projecteurs, mais plutôt pour des scènes de désolation. Sur le stand de l'île du Nord ravagée, on est évidemment conscient que la saison à venir va être compliquée. Nous, on a quand même une stratégie qui est claire, c'est que nous laissons un petit peu 5 mois à tous les infrastructures et tous nos partenaires basés à Saint-Martin, et puis bien sûr la population, de se ressaisir et de redorer un petit peu le blason de Saint-Martin pour voir quelle est la situation, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant et qu'est-ce qui est positif pour Saint-Martin, et comment on peut redonner de la force à Saint-Martin grâce à ces choses positives.
Juste à côté, le stand de la Martinique fait le plein malgré le contexte. Avec une augmentation de 9% de la fréquentation la saison dernière, le CMT espère capitaliser dès cette année. La Caraïbe est touchée par les cyclones et nous, on veut expliquer que la Martinique sort du lot et que, merci Seigneur, nous sommes safe et tant mieux et que nous pouvons avoir une saison touristique normale. Tout est normal, c'est le mot d'ordre de cette édition pour les îles de Guadeloupe qui, elles aussi, s'attachent à Paris à rassurer les tour opérateurs. Je rassure la clientèle que les hébergements sont au top, il n'y a pas de problème. Le paysage reprend, c'est la nature. Et évidemment, nous allons continuer à communiquer parce qu'il est nécessaire que cette destination doit être prisée, qui va commencer bientôt, au mois de novembre. Seule collectivité d'Amérique pas impactée par la crise cyclonique, la Guyane, qui doit elle aussi néanmoins rassurer après la crise sociale d'avril dernier. Ceux qui parlent de la crise, on leur répond que nous avons des programmations qui sont établies suffisamment longtemps à l'avance, donc il n'y a pas eu vraiment de préjudice sur la destination Guyane et ils ont effectivement reprogrammé certains donc reprogrammer leur déplacement vers la Guyane. Malgré cet optimisme de façade, la question d'une réussite de la prochaine saison touristique pour ces destinations reste taboue. Aucun opérateur n'a souhaité répondre à nos questions sur les Antilles et la Guyane. De retour en Martinique avec une qualité de l'air toujours aussi mauvaise. Nous vous en parlions hier soir. Une brume de sable très dense survole actuellement notre territoire et contribue à des concentrations élevées en particules fines dans l'air. L'indice du jour était de 10 sur 10, soit un air très mauvais. Pour demain, les prévisions annoncent une nette amélioration et nous devrions passer à une qualité de l'air moyenne, c'est-à-dire un indice de 5 sur 10. Météo France annonce pour demain des averses fréquentes et parfois orageuses, ce qui serait pour beaucoup dans l'amélioration de la qualité de notre air. Dès 6 heures demain matin, nous passerons en vigilance jaune avec des cumuls pouvant atteindre 70 mm à 100 mm en 6 heures. Des rafales accompagnant les fortes averses sont également possibles. Le gouvernement reconnaîtra finalement l'état de catastrophe agricole pour la Guadeloupe. Pour rappel, un premier décret signé ce week-end par le Premier ministre excluait les vents cycloniques à Basse-Terre et Grande-Terre. Face au tollé provoqué par le décret initial, l'exécutif a décidé d'ajuster ses annonces et de mieux coller à la réalité du terrain. Les précisions tout de suite d'Éric Dupuis. On peut parler de réajustement. 3 jours après la signature du décret de catastrophe naturelle, le gouvernement annonce d'abord l'ajout de plusieurs communes dans l'arrêté. Aucune commune n'a fait l'objet de décisions défavorables. La Commission attend donc des expertises. Elles s'appuieront pour ce faire, non sur les vents constatés, mais sur les vents estimés qui, comme je viens de le dire, exige des analyses liées à la topographie et peut nécessiter 1 à 2 semaines. Interpellé depuis dimanche, le gouvernement a réagi lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, où 2 élus guadeloupéennes se sont émus d'une situation où Paris ne semble pas comprendre la Basse-Terre. Que dites-vous aux Guadeloupéens qui ont perdu leur toiture? 108 sur la seule ville de Trois-Rivières, 40 sur la commune de Vieux-Fort voisine. Que dites-vous à ceux dont les arbres ont été déracinés? L'état de calamité agricole n'a non plus pas été reconnu. Pourtant, l'ensemble de nos producteurs, agriculteurs et marins-pêcheurs ont perdu l'ensemble de leurs récoltes et des outils de travail. Au même moment, à Strasbourg, la ministre de l'Outre-mer a précisé les mesures complémentaires prévues par le gouvernement. Si ce premier arrêté a été pris dans les 48 heures pour répondre à des mesures d'urgence, il sera suivi de d'autres arrêtés qui tiendra compte des dossiers que nous montrons localité par localité pour répondre aux besoins de chacun. En parallèle des décrets pour les assurances qui pourront être pris, un fonds d'urgence doit être débloqué pour indemniser les particuliers non assurés. Mais le montant et les modalités n'ont pas été annoncés.
Toujours à Paris, mais au ministère de l'Outre-mer cette fois-ci. Les marins-pêcheurs ultramarins ont été reçus pour parler de leurs difficultés. Une réunion prévue depuis longtemps, mais l'urgence s'est ajoutée au problème de trésorerie de la filière. Pendant près de 2 heures, ils ont pu faire part de leurs attentes. Voyez les précisions recueillies par notre correspondant sur place. Il y a des urgences. Le ministère des Outre-mer ne doit pas être un ministère de la banane. Ça doit être aussi un ministère pour les autres secteurs. On a le droit d'exister. Les efforts ne doivent être fléchés que pour la banane. Les efforts doivent être fléchés aussi pour la pêche en Martinique. Et là, vous avez eu un retour positif du ministère. Vous sortez dans quelle ambiance? Alors déjà, on doit faire une évaluation. Les marins-pêcheurs aquaculteurs doivent nous faire remonter au comité, aux différents services, ce qu'ils ont perdu. Donc une fois qu'on aura fait l'évaluation, chiffrer les évaluations, faire remonter au ministère des Outre-mer. Mais bon, l'effet d'annonce, on connaît. On veut voir vraiment du concret. On va pouvoir juger le ministère des Outre-mer. Est-ce que c'est un ministère qui va aider tous les secteurs, qui est un ministère d'équité ou bien encore un ministère de la banane? Voilà une semaine que l'ouragan Maria a traversé l'arc antillais et 1 an, jour pour jour, que la tempête Matthew a ravagé les bananeraies du nord de l'île. Après Irma, José, Maria, en moins de 3 semaines, la question se pose alors, y a-t-il plus de phénomènes cycloniques dans notre zone et sont-ils de plus en plus violents? Voyez ces quelques éléments de réponse de Guy Raphaël René. Irma, puis Maria, une dizaine de jours plus tard. 2 ouragans de catégorie 5 qui ont bien démontré leur force sur le nord de l'arc antillais. Une semaine après Maria qui est passée de la catégorie 1 à 5 en 24 heures, la population semble inquiète pour les années futures face à la violence de ces phénomènes. Vu le nombre qu'il y a eu là, ce mois-ci, là on a un peu peur, quoi. C'est assez embêtant de voir qu'on a autant de cyclones qui passent sur nos îles. Ça me fait peur, mais de toute façon, c'est Dieu qui décide aussi. Je pense que ça ira de pire en pire. Hein. Et puis ça vous inquiète? Ah oui, oui, beaucoup. Et puis plus pour mes enfants. Parce que peut-être nous, on peut supporter, mais les enfants, déjà celui qui vient de passer là, mes enfants avaient peur, pourtant on n'avait rien du tout. Donc oui, ça m'inquiète, oui. Vu les dégâts que ça a fait et tout, donc oui, ça fait un peu peur. Nous ne sommes pas plus à l'abri que les autres îles là. Si l'œil a décidé de nous passer dessus, on n'est pas vraiment à l'abri. Si l'activité cyclonique de ce mois de septembre semble donner raison à ceux qui voient un lien direct entre le réchauffement climatique et les ouragans de plus en plus puissants, à Météo France, les prévisionnistes restent prudents. Pour eux, les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. On ne prend pas cette saison en disant c'est le résultat du changement climatique. Il faut attendre d'autres éléments et sur des durées plus longues. Néanmoins, ce qui se passe s'inscrit complètement dans ce qu'on prévoit de l'évolution du climat et il est fort probable qu'il y ait dans la région caribéenne, comme sur les petites Antilles, un petit peu plus d'ouragans violents, qui ne seront pas forcément beaucoup plus violents, mais qui pourraient être aussi dans des régions différentes que celles sur lesquelles ils sont actuellement. Selon les spécialistes du climat, ce qui est avéré, c'est le réchauffement des océans et des couches basses de l'atmosphère, qui, elles, ont gagné environ 1 degré au cours du siècle dernier. Sachant que le moteur des ouragans, c'est la chaleur, il y a de fortes chances que nous ayons des ouragans un peu plus puissants dans les années à venir, donc là je parle des 10 prochaines années, et on sait que dans les années qui sont encore à venir, mais là on parle d'un pas de temps beaucoup plus éloigné, on parle dans 20, 30, 40, 50 ans, on sait que les ouragans là seront beaucoup plus puissants. Là ce sont les modèles d'ailleurs de Météo France qui l'indiquent, on sait qu'on n'aura pas plus d'ouragans, mais on sait qu'ils seront par contre beaucoup plus puissants, donc c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à des ouragans de catégorie 3, 4 ou 5 plus fréquemment que ceux que nous avons connus jusqu'alors. La saison cyclonique a débuté le 1er juin dernier pour s'achever le 30 novembre. D'autres phénomènes pourraient encore se former puisque du côté des Américains, les météorologues avaient annoncé 9 ouragans, dont 4 majeurs. 53 180, c'est le nombre de demandeurs d'emploi recensés en Martinique fin août 2017. Un nombre en augmentation de 1,7% sur 3 mois, soit 900 personnes de plus. La progression est de 0,5% sur 1 mois et de 2,7% sur 1 an. Les femmes entre 25 et 49 ans sont les plus nombreuses à être concernées.
Septembre, mois de l'illettrisme qui concerne près de 48 000 personnes en Martinique. Une conférence débat pour sensibiliser sur la question a été organisée cet après-midi à la cyberbase de Ducos. Accompagnants et apprenants ont pu échanger sur l'accueil des personnes en difficulté. Voyez les précisions recueillies par Johan Boulard. Pour moi, c'est un besoin parce que j'aime voyager, des fois c'est des gens qui remplissent les feuilles pour vous. Eh ben non, je veux remplir ma feuille. Je me suis inscrite là et puis je me débrouille là, je vais à la banque ou n'importe où. Je peux me débrouiller, je peux signer mon chèque, je peux sans remonter chez moi. Ah oui, je peux faire mes affaires tout seul. On fait déjà de la lecture parce que c'est le premier objectif. Lire, apprendre à lire, réapprendre à lire aussi s'il le faut. Et puis je leur propose des activités pour pouvoir justement entrer dans cette lecture. Nos apprenants, tout au long de leur vie, ont dû compenser leur manque de connaissances et c'est difficile pour eux. Donc si je peux les aider, c'est simplement ça qui me motive. Mon père était illettré et nous avons subi, nous les enfants, sa souffrance. La réponse a été plus jamais ça. Voilà, plus jamais ça. Il faut de l'amour. Il faut que tout le monde sache se défendre, que tout le monde soit autonome. Nous sommes en pleine semaine de sensibilisation de la drépanocytose. Un concert de solidarité Drépaction est programmé ce samedi 30 septembre au Grand Carbet du Parc Aimé-Césaire. Pour en parler, nous recevons la présidente de l'APIPD, l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, en compagnie de son fils Taylor, qui est lui-même atteint de la drépanocytose. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 2000 malades et plus de 40 000 porteurs sains avérés. Une maladie de plus en plus connue depuis que vous êtes, vous, présidente de l'association, puisque vous y travaillez pour ça. Alors, où en est la recherche aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, la recherche est encore balbutiante, bien qu'on soit à l'heure de la thérapie génique. Donc, c'est une forme de greffe. Donc, c'est pas évident de parler de drépanocytose, notamment en France métropolitaine, parce que c'est une maladie, dite maladie des Noirs, maladie des pauvres. Donc, il n'y a pas de grosse recherche, il n'y a pas d'argent pour faire avancer cette recherche, il n'y a pas de doctorant, il n'y a personne pour vraiment dire on va prendre cette cause à bras-le-corps et puis pouvoir la porter. Et puis, il faut préciser que c'est une maladie qui touche surtout les Antillais et les Africains. Oui et non. C'est une maladie effectivement qui touche beaucoup plus la population noire, surtout plus, mais c'est quand même faux dans la mesure où ça touche les Indiens, ça touche tout le pourtour de la Méditerranée, l'Inde et tous les pays du Golfe. En fait, c'est une maladie racialisée et injustement appelée maladie des Noirs, puisque tout le monde aujourd'hui est concerné de par le brassage des populations, d'autant plus que la maladie est galopante. Elle arrive, on ne sait plus qui est qui, et ma foi, ça va faire des ravages. Et je l'ai souvent dit, quand ça arrivera sous les toits, il ne nous restera que nos yeux pour pleurer, parce que c'est une saloperie, je dirais, de maladie. Alors, à vous, Taylor, je vais vous poser des questions plus pratiques, puisque vous êtes directement concerné par la maladie. Est-ce que vous avez constaté, depuis quelques années, une évolution dans la qualité des traitements, par exemple ? Oui, bien sûr, il y a une nette évolution, puisque, comme je le dis, lorsque j'étais plus jeune, puisque c'est une maladie génétique, donc je suis né avec, j'ai fait beaucoup d'hôpitaux, même en Martinique, j'en ai fait beaucoup. Et c'est vrai qu'il y avait une qualité de soins qui n'était pas adaptée aux drépanocytaires. Donc moi, on me mettait dans tous les centres, j'ai fait un peu de tout, que ce soit les centres même de VIH, de cardiaque, tout ce qui... En fait, j'ai fait beaucoup de services. Donc du coup, j'ai fait, si vous voulez, je vais vous raconter un peu quelques scènes, c'est que j'ai fait des crises où même j'étais obligé de m'uriner dessus puisqu'il n'y avait pas de qualité de soins de service. Par rapport à ça, on ne m'entendait pas, les sonnettes ne fonctionnaient pas, donc même le matériel des hôpitaux n'était pas adapté. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, je peux réaliser mes rêves, mes passions. On me change bien sûr le sang toutes les 6 semaines, mais ça me permet de vivre plus ou moins normalement. Alors que l'on comprenne bien, quels sont les symptômes de la maladie ? Donc les symptômes sont des crises qui sont indescriptibles, sont des crises très 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 douloureuses. Il y a aussi de l'anémie, des infections, mais c'est surtout les crises qui sont à craindre, puisque, comme je l'ai dit, avant, je préférais mourir plutôt que vivre et souffrir à ce point-là, parce que c'est insupportable. Mais je n'avais pas la force de me suicider, puisque je souffrais tellement que je ne pouvais pas bouger. Maintenant, les crises sont toujours là,
Et comme je le dis, la maladie, elle n'attend pas et c'est pour ça qu'il faut agir vite et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors, vous dites que vous pouvez réaliser vos rêves désormais. Alors, comment on vit avec la maladie? Comment ça se passe pour vous? Donc, c'est pas facile. C'est vrai que la maladie, comme je le dis, elle a gâché mon enfance. Elle m'a gâché aussi une partie de mon adolescence, mais elle ne gâchera pas ma vie d'adulte. Donc, moi qui voulais être pilote de ligne, j'ai toujours aimé l'aviation. Malheureusement, en altitude, on n'a pas le droit puisque c'est justement en altitude qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc, vu que c'est le problème de la maladie, une mauvaise circulation du sang. Donc, ça m'a été interdit. Du moins, j'ai bravé quand même ces interdits-là puisque j'ai passé ma licence de pilote privé. Ça me permet de piloter et puis de m'évader, d'oublier la maladie, puisque comme je le dis, moi je suis malade que quand je suis en crise. Et puis en dehors de ça, j'ai évolué dans ma vie professionnelle, j'ai ouvert 2 sociétés, une à Hong Kong et dont une à Paris. Très bien, vous faites rêver plus d'un. Alors, pour financer la recherche, vous organisez, vous, Génie Hippocrate, comme chaque année, un concert de solidarité. Ce samedi, il y aura, entre autres, Jocelyne Berroir, Thierry Cam, Tony Chasseur, Jean-Luc Guanel. Alors, et bien d'autres, est-ce que ça a été difficile de convaincre les artistes? Pas du tout. Pas du tout. Depuis 2009, les artistes sont là. Ils viennent gracieusement parce qu'ils ne sont pas payés, il faut le dire. Et pour profiter pour remercier tout le monde, c'est beaucoup plus difficile de récolter des fonds parce qu'en dehors des artistes, il y a plein de choses à payer. Vous voyez, donc ce n'est pas évident. En plus, on tombe en période cyclonique. Les gens, d'autres dons à faire, par exemple pour Saint-Martin. Et j'en profite pour dire, nous aussi, nous nous occupons de Saint-Martin parce qu'il y a beaucoup de malades drépanocytaires, que ce soit à l'Dominique, à Saint-Martin, parce que je suis responsable de toute la Caraïbe auprès de l'ONU dans le combat que je mène. Donc, c'est pas évident de récolter. Cette année, on n'a pas eu grand-chose. Donc, on compte justement sur les entrées pour pouvoir financer ce qu'on a financé et surtout financer des bourses de master 2e année, biologie, et en sachant que nous avons aussi financé la grande recherche de thérapie génique, puisque nous avons aussi financé un jeune pédiatre à l'Institut Imagine avec la doctoresse Madame Cavazana, qui a justement guéri, entre parenthèses, entre guillemets, je dirais, un enfant drépanocytaire. Donc, c'est très difficile de récolter des fonds et puis d'avoir des bénévoles sur place. Quand je vois que nous avons 2000 bénévoles partout dans le monde, dont plus de 200 en région parisienne et ici en peine, et que les gens nous appellent pour nous dire « mais vous avez fait quoi ?» alors qu'il y a 2000 malades, 40 000 porteurs, un couple sur 60 risque de mettre un enfant malade au monde. Il y a toujours un drépano tout près de nous, que ce soit un collègue de travail, une cousine, un cousin. Il y a toujours quelqu'un et qu'on nous appelle pour nous dire « mais vous avez fait quoi Qu'est-ce que vous fichez là ?» etc. Mais c'est vraiment lamentable. Nous avons besoin de bénévoles en Martinique. Et ça, c'est important. Et puis, nous avons aussi besoin des entreprises, même s'il y en a certaines qui nous aident déjà, pour nous aider à financer ce qu'on a financé et aussi la recherche. Très bien. Et vous avez l'impression que la qualité de soins s'est améliorée en Martinique, puisque c'était peut-être difficile de convaincre les professionnels de santé, comme il nous l'expliquait, Taylor? Oui, en Martinique, ça s'est nettement amélioré. Nous avons des drépanocytologues. Cependant, il n'y a pas assez de logistique et puis il n'y a pas assez de drépanocytologues. Alors, du coup, il y a certains malades qui attendent 8 mois avant d'avoir un rendez-vous. Moi, il y a un malade l'année dernière qui me disait 8 mois pour avoir un rendez-vous en radiologie. Il faut que je prenne une fois fait que je paye quelqu'un pour m'emmener prendre un rendez-vous pour attendre encore 8 mois, mais c'est lamentable. Alors donc c'est pour ça que je fais appel aussi à l'ARS pour pouvoir faire quelque chose parce que ce n'est pas normal. Le drépanocytaire n'est pas un malade comme les autres. La crise n'attend pas. La crise, elle est très souvent mortelle. Ils disent qu'il n'y a pas un taux de mortalité. Bien sûr, si c'est pour égrener des noms, il y a beaucoup de jeunes qui meurent de la drépanocytose. Et puis comme mon fils vient de le dire, les crises vaso-occlusives importantes, douloureuses, c'est la hantise des familles et des malades. Mon fils à 4 ans m'a demandé le droit de mourir parce qu'il souffrait trop. Et puis d'autres malades aussi. Il me disait, c'est comme si on me casse les os avec un marteau-piqueur. J'ai un cyclone dans le ventre. Donc quand on entend son enfant parler comme ça, on a soi-même envie de se suicider avant lui. Donc ici, en Martinique, il y a la morphine aussi, comme à Paris. Je me suis battue en 2009 avec mon équipe, Marc Orlé et les autres, pour avoir des machines à morphine en Martinique. Vous vous rendez compte, on est en France, en Martinique. Et qui s'est battu, encore une fois, pour avoir les machines d'échange transfusionnel? On était encore à l'âge de l'homme de pierre. Donc, ça veut dire qu'avec des grosses seringues, on pompait le sang et on pétait les veines des malades. Donc, ces machines, on les a eues en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Là, un autre combat pour la Réunion et Mayotte. C'est toujours un combat. Bon, c'est peut-être ma mission, je l'accepte, je la prends comme ça, mais c'est vrai, à la fin, c'est très fatigant. Mais je peux vous dire une chose, je suis lasse, mais pas lassée, parce que je n'arrêterai jamais ce combat-là. Je continuerai tant qu'il y aura des enfants malades, tant qu'on va m'appeler pour me dire, madame, mon enfant vient de mourir, tant qu'on va m'appeler pour me dire, madame, mon enfant n'a pas la même qualité de soins, que la drépanocytose ne bénéficie pas de la même attention que les autres maladies génétiques, tant que ça, tant que je serai là pour faire avancer les choses avec mon équipe, évidemment.
Merci à vous et bon courage dans votre combat. Et je rappelle que le concert de solidarité est prévu ce samedi. Ce samedi, 30 septembre. Il reste très peu de place. Il reste très peu de place. Ah bah, tant mieux, ça veut dire que ça fonctionne. Voilà. Au Grand Carbet à 19h30. Voilà, restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous irons en Guadeloupe, où la filière agricole risque de rencontrer de nombreuses difficultés à se remettre du passage de l'ouragan Maria. Les professionnels du secteur réclament des aides de la part des décideurs. Et puis, Hubert Bornil nous parlera du bras de fer entre l'artiste Hippocrate et l'ONF à cause d'un carbet qui ne serait pas dans les normes. Je vous le disais, la filière agricole guadeloupéenne risque de se remettre difficilement du passage de l'ouragan Maria. Aucune production ne devrait pouvoir reprendre avant plusieurs mois. Un constat présenté ce matin en conférence de presse à la Chambre d'agriculture. Voyez ce reportage de Linda Karsi. Ce matin, l'heure est au compte pour le monde rural. 2014 à 2015, production détruite par la sécheresse. 2016, production dévastée par la tempête Matthew. Et aujourd'hui, en 2017, l'ouragan Maria. Aujourd'hui, nous avons rassemblé l'ensemble des syndicats agricoles qui sont présents dans la salle afin que nous puissions trouver une entente de plateforme de revendication et l'amener jusqu'au bout pour pouvoir définir une nouvelle politique agricole et désenclaver l'urgence qui se trouve pour les agriculteurs parce qu'il y en a beaucoup à faire. Difficile donc, sans fonds de roulement, des dettes sociales ou encore fiscales, d'assurer la reprise d'une activité. À la limite, peut-être désenclaver cette partie-là, voir comment pour pouvoir faire un appel, un guichet unique urgence pour pouvoir mettre en place pour les agriculteurs puissent bénéficier de ces avantages au point de vue administratif. Il n'y a pas d'agriculteur qui s'est assuré en Guadeloupe. Aucun. Parce que ça n'existe pas. Qui c'est qui l'a défendu aujourd'hui? Ça n'existe pas. Alors je veux savoir, qu'est-ce qui existe? L'assurance responsabilité civile. Alors ça, nous allons voir comment ils vont débattre ça. Il ne faut pas peur de le dire. Là, nous avons beaucoup de carences et ça mène à réfléchir. Et pour répondre à toutes ces interrogations, ils ont fait appel à un avocat. Objectif, mettre les élus mais aussi l'État face à leurs responsabilités. Et bien sûr, être indemnisés à la hauteur des préjudices causés par les intempéries. Il faut être en présence d'un acte de refus, de mise en œuvre. Il y a des délais et normalement les délais pour contester un acte ou un non-acte administratif, c'est 2 mois. Donc ça ne va pas du tout par rapport à cette situation d'urgence à laquelle nous sommes confrontés. Et donc il va falloir réagir autrement pour obtenir des réponses éventuellement négatives des autorités et pour ensuite repartir à l'attaque et demander réparation de tous les préjudices que du fait de cette calamité naturelle monstrueuse qu'on vient de vivre, qui s'appelle Maria, chaque agriculteur puisse obtenir réparation. Dans les prochains jours, ces agriculteurs remettront un cahier de doléances aux élus et à l'État. Sport maintenant avec le 3e tour qualificatif du championnat du monde de volley-ball masculin. La Martinique a été battue par le Costa Rica 3-7 à 1 hier soir aux États-Unis. Le autre match de notre sélection est en cours face à l'équipe du Mexique. Et c'est l'heure de nous pencher sur ce qui se passe dans vos quartiers et place à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Saint-Pierre avec un bras de fer qui oppose depuis 2 semaines l'artiste Hippocrate avec l'ONF. Le différend porte sur un carbet qui n'aurait pas été construit selon les règles de l'ONF alors qu'il se trouve sur un site de l'Office national. Hubert Bornil et Sandrine Claude se sont rendus sur place. Regardez. Dire que le bras de fer continue entre Hippocrate et l'ONF serait certainement exagéré. En tout cas, j'aime bien reprendre une expression qu'elle aime employer, « je n'obtempère pas » et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui cette structure soit encore debout. Regardez. Le carbet de la discorde, c'est ainsi que l'on pourrait baptiser cette structure si elle venait à voir le jour. Pour l'heure, la jeune femme qui a entamé le projet entend bien poursuivre son œuvre, faisant fi des sommations de l'ONF. Dans un premier temps, j'ai accepté d'obtempérer. Mais après avoir réfléchi, je me rends compte que non, c'est arbitraire. Je n'aime pas les décisions arbitraires. Alors,
Même les autorités se rendent compte, il y a 2 qui sont venus, je ne vais pas les nommer, parce qu'ils m'ont dit si ça continue, ils prendront position. Ils ne voient pas pourquoi. Ils voient pas S'il y avait une seule personne que ça dérangeait, j'aurais des faits. Depuis 2 semaines, Hippocrate a fait beaucoup de bruit autour de cette affaire. Le problème, c'est qu'elle a entamé le projet à l'époque de cases en torchis sans aucune autorisation. Depuis, la résistance a pris le pas sur la création. Vu que ce n'est pas leur parcelle ici, ils m'ont dit d'enlever ça à 20 mètres de là pour le poser ici, sur le site. C'est pas mal non plus. Oui, mais ils n'ont qu'à le faire. Heureusement, l'artiste bénéficie de quelques soutiens comme celui du responsable des sablières de Font-Canonville. On aide Chantal pour ses réalisations autour du tombeau des Caraïbes. Tout ne semble pas définitivement compromis dans cette affaire puisque l'ONF a proposé une solution de sortie de crise. Une affaire encore loin d'être terminée. Des centaines de personnes ont déjà signé une pétition pour le maintien du carbet sur le site. Et puis Hippocrate, tout ce qu'elle attend tout simplement, c'est que l'ONF puisse venir régulariser cette entreprise. Information pratique avant de refermer cette édition. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'une collecte sera organisée sur la place du marché au front de mer aux Marins. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre Zomda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Place tout de suite à l'actualité du reste du monde avec nos confrères de BFM TV. À tout à l'heure.